Combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous allez très rapidement le constater, mais aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais mener l'entretien avec Julien, mais mon collègue Tim, qui fait également partie de Combo, car j'ai tout simplement raté mon train. Je vous souhaite un très bon épisode en compagnie de Tim et de Julien. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Julien qui est cofondateur de Gallica, une chaîne de restauration à la grecque qui, au passage, nourrit les employés de Combo chaque midi depuis des années. Julien, merci beaucoup de participer à ce podcast. Merci de me recevoir. Et justement, première question pour toi, c'est quoi ton combo gagnant au travail ? Très bonne question. Le combo gagnant au travail, je pense que c'est être avec des gens tous les jours avec qui je me sens bien, parce qu'on fait quand même si ça marche, c'est quand même tous les jours une multitude de problématiques à gérer, qu'elles soient positives ou négatives, donc il faut que ce soit fait avec des gens avec qui on rigole, avec qui on passe du temps et qu'on estime. Et ça, c'est le combo gagnant. Aujourd'hui, Gallica, c'est combien d'établissements ? Combien d'employés ? Gallica, c'est 10 établissements, 9 en succursale à Paris, 1 en franchise à Bordeaux, et en nombre d'employés, on est, tout compris, terrain et siège, on est un peu plus de 100. Ok. Et donc, vous êtes 2 fondateurs. Ouais. C'est quoi vos conseils pour s'entourer des bonnes personnes, justement, construire cette équipe que vous avez chez Gallica ? Alors, je pense que j'ai encore, moi aussi, beaucoup de conseils à prendre pour progresser sur le sujet. Mais ça, je pense que c'est le plus gros challenge d'entrepreneur, c'est d'avoir à un moment cette capacité, ou en tout cas de l'aide extérieure qui t'aide à avoir cette capacité de savoir qu'il faut t'entourer exclusivement de personnes qui sont meilleures que toi. Ça paraît trivial, mais en fait, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué parce que souvent, ce qui t'anime quand tu es entrepreneur, c'est que tu sais que tu as envie de faire un peu mieux que quelqu'un d'autre ou que tu es porteur d'un truc, donc tu as la flamme, tu déroules, tu travailles 2, 3, 4 fois plus que les autres, donc tu as du mal à lâcher des fonctions, et quelle que soit la fonction, la plus opérationnelle qu'elle soit, comme celle de un peu plus stratégique. Donc je dirais que la première étape, c'est d'identifier l'endroit où tu es le meilleur, ton sweet spot, comme on dit, tu vois. Voilà, ça c'est déjà un exercice qui est très délicat. Et voir là où vraiment tu n'as absolument aucune valeur ajoutée, et trouver quelqu'un qui en a plus que toi et qui soit pas une dépense du coup, mais un investissement, en tout cas en early stage, tu vois. Voilà, et tu te dis là vraiment, j'ai besoin de libérer du temps, sur quoi j'en perds le plus, où j'ai vraiment zéro valeur ajoutée. Ok, je recrute quelqu'un d'abord ici. Et ainsi de suite. Et même encore aujourd'hui, au bout de 10 ans, c'est la réflexion dans laquelle on construit la croissance. C'est toujours comme ça. Et ça a été quoi alors ton premier recrutement dans ce sens ? Un manager de point de vente. Parce qu'au début, en fait, on a donc notre premier point de vente qui était à la Madeleine. On était au four et au moulin avec JP. On faisait tout, on touchait à tout très rapidement. Il marchait plutôt bien. Enfin, il marchait très bien de notre scope. Et à l'époque, aujourd'hui, je te dirais qu'il ne marche pas assez bien. Et très vite, on en a acheté un deuxième de resto. Et on a fait l'erreur de ne pas rendre autonome le premier, parce qu'on était persuadé qu'il y avait personne qui pouvait être aussi bon que nous dans le resto, parce qu'on avait vraiment l'impression de tout voir, tout faire et de tout comprendre mieux que tout le monde. Et donc en fait on a géré 2 restos tous les deux, en faisant le grand écart tout en gérant la boîte qui grossissait, puisqu'on avait plusieurs employés, donc on devait en avoir une petite dizaine à l'époque, ou peut-être un peu moins parce qu'on n'était pas organisé de la même manière. Et en fait tout pissait le sang dans tous les sens, ça fonctionnait pas. En plus la deuxième affaire qui était juste à côté d'où on est, rue Cadet, a été un four absolu, catastrophique. Donc en plus, on avait ces préoccupations. Il fallait penser à comment sauver la boîte, comment penser quand même la croissance malgré ça. Et ce qui a été salvateur, c'est recruter quelqu'un qui s'appelle Kevin, qui est resté d'ailleurs très longtemps chez nous, qui a commencé comme équipier et qui très rapidement, parce qu'il commençait comme équipier, parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer en manager, parce qu'il était manager avant, dès qu'on a pu, on l'a mis manager de notre première affaire. Et ça a été la meilleure décision de notre vie, parce que je pense qu'en 2 mois, il a fait mieux que nous, ce qu'on avait fait en 2 ans. Donc partant de là, alors on est tombé aussi sur quelqu'un d'exceptionnel avec des valeurs très fortes, qui s'est donné comme si c'était sa boîte. Et là, ça a été notre première leçon de ah ouais, ok, c'est pas une légende de s'entourer de personnes qui sont vraiment top dans tous les compartiments de jeu, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier truc clé. Et lui, il avait déjà fait ça avant ? Ouais, ou pas trop. C'était pas sa formation. Il était ingénieur de formation et finalement il a bifurqué. Il avait fait pas mal de services. Bar, etc. quand il a vécu un moment à l'étranger. Et ensuite, quand il est revenu, il a bossé pour une enseigne concurrente qui n'existe plus maintenant. Il avait été manager, justement, une enseigne qui n'était pas aussi bien organisée qu'on était à la taille équivalente quand on l'a recruté. Et donc, il a tellement touché à plein de choses que ça le rendait très sexy sur le papier pour nous, parce qu'il était excessivement polyvalent et avec un sens des responsabilités particulièrement aiguisé pour un manager. Et donc, tu disais qu'il est resté longtemps. Ouais. Ça fait 10 ans que Gallica existe. En tant que gérant, entrepreneur, qu'est-ce que vous avez appris je parle de vous parce que vous êtes 2 fondateurs. Ouais. Mais peut-être toi, qu'est-ce que tu as appris aussi ? Tu vas t'ennuyer dans ce podcast, je vais enfoncer des portes ouvertes. Non, mais déjà, tu apprends vraiment tous les jours. Tu vois, c'est la beauté d'avoir autant d'employés et de grandir autant
en tout cas avec une certaine ambition, c'est que tu es tellement confronté à un nombre d'humains incalculable que tu es vraiment exposé au sens littéral du terme à la diversité. Et dans tout ce que veut dire la diversité aujourd'hui, vraiment peut-être pas une journée sans laquelle tu dis ok, là j'ai appris un truc. Alors j'ai pas toujours appris une bonne leçon, mais j'ai appris pas mal de trucs. Mais je dirais le plus gros apprentissage, et je pense que c'est le même pour JP, même si je pense que JP l'a chopé plus rapidement que moi, JP étant donc mon associé, c'est quel type d'entrepreneur tu as envie d'être et quel type de chef d'entreprise tu as envie d'être, à la fois en tant que patron, manager, porteur de la vision, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière, et surtout où tu as envie d'aller en tant que patron. Tu vois, est-ce que tu as envie d'être un mec qui veut ouvrir 450 restos en 10 minutes, ou est-ce que tu as un côté un peu plus bon père de famille, où est-ce que tu mets ton focus, en fait, qu'est-ce qui t'anime vraiment pour justement, comme on le disait hors micro, t'équilibres bien ton perso, ton pro pour que l'un nourrisse l'autre, quoi, voilà. Bien sûr. Voilà. Et ça, je pense que c'est le plus gros apprentissage. Plus toujours ce truc, à chaque fois, là dernièrement, on a fait 2 très beaux recrutements, tu te dis, ah ouais, ça vaut le coup quand même de recruter des mecs qui sont câblés, qui sont peut-être un peu trop câblés par rapport à la taille de la boîte, mais qui te font gagner un temps infini, qui pensent 10 fois mieux que toi sur le sujet, et que ça, c'est éternellement, même si on le sait, tu le reprends en pleine face, et ça, c'est trop bien. Et en 10 ans, là, ta vision du management, est-ce qu'elle a changé justement ? Peut-être par des apports de personnes qui sont arrivées, ou tout simplement parce que le contexte a changé ? Alors, je pense qu'elle n'a pas véritablement changé. La manière dont j'ai toujours voulu manager, le management que j'aimais ou que j'estimais être celui qui matchait avec ma personnalité et puis à ce à quoi doit ressembler ma boîte, et qui est donc la même vision que JPA, évidemment. C'était un truc fort dans notre association. Elle n'a pas changé du tout, ça n'a pas changé, mais en fait, on le met plus en pratique peut-être avec 10 ans, tu vois, parce que quand tes grandes idées que tu as, quand tu es un piou-piou et que tu es une petite boîte où tu as encore vachement les mains dans le cambouis, parce que dans la restauration, tu la tares les mains dans le cambouis quand on a des croissances comme celle de Gallica, tu as un peu plus de mal à prendre de la hauteur, prendre du recul et mettre en pratique ce management qui est ultra méga humain chez nous, qui est hyper participatif. Participatif, si on n'est pas à faire des codires ouverts à 1 million de personnes et que ça fuse dans tous les sens, tu vois, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que tout le monde a la parole libre, et toi, on est très accessible, on essaye de l'être le plus possible. Tu vois, une époque, je m'asseyais pendant une journée, une époque qui n'est pas si lointaine, c'était il y a 2 ans, j'ai arrêté il y a 2 ans et demi, quand j'ai quitté Paris, en l'occurrence, pour aller m'installer à Bordeaux, donc je ne pouvais plus le faire, et je m'installais dans un Cogent ou un prêt-à-manger. Ça, on mettra bip. Ok, je ne mettais pas dans la Gallica parce que c'était pas ouvert, il n'y avait pas la clim. Et du coup, j'étais ouvert pour tous les employés. Et n'importe qui pouvait venir me voir et me poser des questions, me partager ses envies, ses idées et tout. Et du coup, ça a mis du temps à prendre. Mais après, j'étais full, complet quand c'était des demi-journées complètes où j'avais des gars et des meufs qui venaient, qui me racontaient à la fois du siège, comme des équipiers qui étaient là 2 heures par jour seulement. Et toi, on a toujours instauré ce truc-là, de se dire, tu peux avoir des bonnes idées, on est accessible. Voilà, on était à ta place il y a 5 ans, donc go, parlons. Ouais. Toi, de ton côté, ton quotidien chez Gallica, justement, tu disais qu'il est vraiment changé, parce que tu avais les mains dans le cambouis. Qu'est-ce qui a changé par rapport au début, justement ? Qu'est-ce que tu ne fais plus ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Alors, ce qu'on a fait longtemps, c'était les ops, où j'allais quand même pas mal sur le terrain, dépanner, essayer de comprendre comment tu réarranges un resto, tu réorganises, etc. Il n'y a pas le manager, tu y vas, tu fais la caisse. Voilà, ça j'ai dû le faire jusqu'en peut-être 2021, 2022. Et ça, c'est le premier poste sur lequel on s'est vraiment staffé tout de suite pour prendre de la hauteur. Donc c'est ce fameux Kevin qu'on a fait évoluer à des postes un peu plus d'encadrant sur le sujet. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai reculé. La deuxième chose sur laquelle je n'ai plus de prise, qui est centrale pourtant, c'est les RH. Mais je faisais tout sur les RH, à part les payes où je faisais avec JP, mais tout le reste, je gérais tout. Donc j'ai d'abord pris quelqu'un avec moi pour m'aider, et ensuite on a pris quelqu'un pour tout faire avec moi qui était un peu en support, et maintenant c'est quasi complètement autonome. On est plus là dans les grandes discussions et les volontés, typiquement un de mes top recrutements là, que j'ai évoqué, c'est un RH justement qui a pour mission de structurer, d'amener à un autre niveau la cellule RH versus les ambitions qu'on a à la fois humaines et de développement. Ça a été quoi la période la plus critique, challengeante pour toi chez Gallica ? Alors il y en a une évidente parce que c'est toujours pénible, c'est le 2e resto qu'on a ouvert qui a failli nous tuer. En fait, on a un business model qui est assez particulier, qui est aujourd'hui affirmé et assumé, c'est qu'on est la cantine des gens qui n'ont pas de cantine, donc on est ouvert le midi en semaine, tu vois, dans le quartier de bureau. Vraiment la restauration de feignants pour nous, tu vois, c'est magique. Mais du coup, ça, on en était convaincus à la première affaire, sauf que la première affaire, à l'époque, on trouvait tellement fantastique la manière dont ça fonctionnait, on se dit, mais attends, c'est un truc de ouf, ouvrons le soir et le week-end dans un quartier un peu plus hétérogène, en population, donc on verra ce qui se passe. Donc on a ouvert rue Cadet, et là, on pensait faire, je sais pas, moi, je ne me souviens plus le BP, mais peut-être 150-200 clients jour, et on en faisait entre 10 et 15.
Ouais. Pas ouf. Et donc du coup, là ça a été catastrophique. Heureusement, on se payait pas encore parce qu'on était un peu au chômage encore. Le principal investisseur des entrepreneurs, le chômage pendant 2 ans. Mais très vite, on s'est retrouvé dos au mur. Donc on s'est pas payé avec JP pendant près d'1 an. On était au four au moulin, on travaillait 6 jours sur 7, midi, soir. Un enfer absolu. Heureusement, on avait Kevin qui tenait la baraque et en fait, Gallica 1 en fait était la vache à lait de Gallica 2. Et ça a été très long, mais ça a été vertueux aussi parce qu'on a assumé déjà qu'on voulait bosser que le midi en semaine. On n'est pas des restaurateurs, on n'avait pas du tout envie de le faire, tu vois. Qu'on avait compris ce que c'était que ce métier le midi en semaine et que quand tu craques un modèle, honnêtement, il y a quelque chose de beau à faire dans ce marché, tu vois, qui est très intéressant. Et on a donc réinventé un peu l'offre, tout pendant ce temps-là, pour ensuite sortir le 2 bis, en même temps qu'on a vendu le 2 d'ailleurs, qui était à l'image de tout ce qu'on a appris de cette expérience affreuse, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est la top. Après, il y a eu classique comme tout le monde Covid. Mais en même temps, elle a été pire pour JP que pour moi, je vais être honnête, parce que JP, c'est l'homme de finance, l'homme de tout. Donc là, c'est lui qui a regardé le compte qui se vidait. Voilà. En plus, on avait 2 chantiers en cours au moment du Covid. Donc super, tu vois. Pas ouf. Et moi, j'ai trouvé cool parce que notre téléphone, il sonnait plus tout le temps pour n'importe quoi, tu vois. C'est tout bête, mais on sortait de 5 ans de l'enfer. On a lancé en 2015. Et ça a été pas mal, ça a été assez salvateur. Mais globalement, pour la boîte, ça a été quand même traumatisant, tu vois. Parce que tu mets tout le monde au chômage partiel. On avait décidé de garder tout le monde, tu vois, même ceux qui étaient arrivés 10 minutes avant l'annonce d'Edouard Philippe. Quand tu relances ta machine, nous au quartier de bureau, donc comme je t'ai dit, en fait tu as 20% de fréquentation, mais tu as quand même encore tous tes loulous, donc tu joues avec le chômage partiel, machin. Quand tu relances la machine un peu plus, tu te rends compte en fait que dans la plupart, ils se sont habitués à être payés plein pot, à rien faire, donc ils se barrent, donc tu dois tout restaffer. Donc c'est à ça que c'était traumatisant, tu vois, vous devez tout faire en même temps. Nous, on avait l'impression d'avoir passé cette phase d'entrepreneur au four et au moulin, et en fait, on s'est remis 1 an et demi, un peu insupportable à toujours réinventer le truc, réinventer. Donc c'est 2 trucs un peu, on va dire, un peu pénibles. Ouais, je comprends. Et tu parlais de finance et donc de ton cofondateur, voire peut-être ami JP. Ouais, la rentabilité, c'est la clé pour tout entrepreneur. Comment on atteint la rentabilité lorsqu'on est restaurateur ? C'est bien que tu parles de ça, tu vois, ça me fait plaisir. Non, mais parce que souvent, tu sais, on oublie souvent, on confond les métriques. Alors, c'est un peu mieux maintenant qu'il y a la crise, tu vois. Les gens commencent à comprendre que la bottom line, c'est quand même important à la fin de la journée, quoi. Dans nos métiers, dans tous les cas, la restauration, tu vois, c'est pas du SaaS. Nous, il y a énormément de capex. Tu peux pas, quand tu ouvres un resto, il a un plafond qui est pas un plafond de verre. Il y a un moment, tu peux pas accueillir plus de 300 clients, Donc, il y a quand même une nécessité d'ouvrir des restos rentables. Donc, tu vois, c'est sûr et certain que notre métier, la restauration, il faut l'envisager comme un business vraiment à l'ancienne où chaque euro dépensé doit te rapporter des euros. Tu vois, surtout si tu as des velléités de croissance avec ou sans investisseurs extérieurs, c'est essentiel. Et c'est d'autant plus vrai que dans nos métiers, on appelle ça des métiers de centimiers. C'est tout compte et tout coûte cher, tu vois, surtout quand tu es à Paris, ton taux d'effort, donc les loyers, ils sont démoniaques, tu vois, surtout quand tu es ouvert que le midi en semaine. Donc, tu vois, ça, c'est un vrai sujet. Le pôle RH, c'est quand même un vrai gros truc aussi. Le food cost, on n'en parle même pas, ça a explosé ces dernières années. Mais bon, le salaire de monsieur et madame machin, il n'a pas explosé non plus. Donc, tout ce truc-là fait que s'il faut que tu sois orienté renta, parce que si tu n'es pas orienté renta, c'est très bien, mais en fait, il y a juste un moment, c'est un château de cartes, quoi, tu vois. Donc, ouais. C'est essentiel et indispensable. Et depuis le jour 1, nous, on est comme ça. Donc, pour toi, le conseil, c'est de penser à ça dès le jour 1. Je trouve que, tu vois, il y a beaucoup de restaurateurs, surtout jeunes restaurateurs, qui se perdent un peu en ce moment. Et ça fait quelques années. Et qui vont mettre un focus de maboule sur la com, tu vois, les réseaux sociaux. Et c'est très bien, parce que c'est un très beau levier de... Tu fais venir une fois, quoi. Tu vois, après, c'est ce que tu mets dans l'assiette qui fait revenir la deuxième fois. C'est important. C'est particulièrement utile sur certains business, surtout quand tu veux créer un lieu de destination. Tu vois, moi, c'est un peu différent. Je m'installe dans le frigo des gens quand je m'installe dans les rues de cantine. Donc, mais qui oublie en fait qu'un PNL de restaurant, c'est hyper sensible, hyper difficile. Et je pense mettre le mauvais focus dans où ils mettent l'argent et le temps versus prendre peut-être un poil plus de temps à structurer un business qui soit magnifique, tu vois, qui soit bien poli, bien joli, pour qu'ensuite, quand tu ouvres le 2 et le 3, tu ne mettes pas à risque tout le groupe, tu vois. Quelle que soit la strate magnifique de com que tu peux avoir à côté, quoi. Si tu vends un burger qui te rapporte pas d'oseille, t'es mort, quoi. Voilà, c'est la clé absolue. Ouais, bien sûr, ça fait sens quand tu le dis comme ça, de toute façon. On va en parler justement, parce que tu parlais de com. Vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour toi, tu dirais que c'est plutôt un canal d'acquisition de clients ou d'employés ? Alors déjà, merci de dire ça, parce que je trouve pas qu'on communique beaucoup par rapport à d'autres. Et surtout, on n'a pas une strate qui soit très affinée. Néanmoins, on commence à s'y intéresser un peu. Pour être tout à fait honnête, on a commencé à s'y intéresser vraiment il y a 2 ans. Avant, on bricolait, entre autres parce qu'on avait la chance d'être dans des quartiers où, si tu fais bien tes devoirs, il ne faut pas oublier un truc, vraiment le podcast qui va devenir le plus chiant du monde, je te préviens, c'est que en market, tu vois, les 4 P de Porter, la base du marketing, ok,
c'est l'emplacement, le produit, le prix et la communication. Donc la communication, c'est qu'un des petits piliers. Il faut faire les 3 premiers, tu vois. Nous, notre premier média, c'est le point de vente. Donc déjà, tu vois, on met de l'oseille dans nos points de vente pour une cantine du midi, qui est un peu irrationnel. D'ailleurs, on en a un juste à côté. Si tu veux rajouter un coup d'œil, si tu veux. Tu vois, on a une étagère qui est... Enfin, je sais pas si tu as vu. On y allait plusieurs fois. Ça, c'est bien. Merci. Et tu vois, cette étagère, c'est pas normal dans cette espèce de brocante géante avec que des produits chinés qui t'inspirent la Grèce, la Méditerranée. Le plafond avec, je crois qu'il y a 157 luminaires, donc 157 ampoules à remplacer. Je te laisse imaginer l'enfer. Voilà, ça, c'est pas normal. Et donc, du coup, dans notre métier du midi en semaine, en général, c'est plus standardisé ou un peu plus cheap. Ça, déjà, c'est notre premier vrai gros média, parce qu'on touche énormément de personnes le midi. Donc, c'est là où on raconte des choses. Et aujourd'hui, c'est sympa, mais c'est même pas encore poussé à l'extrême, tu vois. Et je préfère mettre de l'argent là-dedans, par exemple, que dans les réseaux sociaux. Ensuite, le produit et le prix. Le produit, tu vois, nous, on est très, très exigeants. C'est nous qui ramenons tous nos produits de graisse en direct, ce qui nous permet d'avoir un prix qui est compétitif versus à la qualité et la quantité. Donc, on a le prix, qui est hyper sensible dans ce métier du midi en semaine. Et le troisième point, c'est la communication, en effet. Donc là-dessus, jusqu'à maintenant, on faisait pas grand-chose. Là, on commence à faire. Mais tu vois, les réseaux sociaux, alors on en fait un peu plus à Bordeaux, parce que c'est différent. Il est ouvert le soir et le week-end. Et d'ailleurs, il a sa com à lui. C'est pas la même com que nous. Il investit plus. Ici, on a un peu automatisé le truc. On personnalise de plus en plus et on rend le truc un peu plus, on va dire, humain. Parce qu'on se dit demain, si on en ouvre 100 et aller ailleurs que le midi en semaine, ce sera pas mal d'avoir une bonne base. Voilà. Mais on va pas partir trop vite, trop loin à faire un peu des MeToo de ce que tout le monde fait. Et aujourd'hui, c'est un peu justement ce qu'on reproche aux réseaux sociaux, c'est que tu regardes la com de XYZ, c'est toujours le même rythme. En ce moment, à la mode, c'est des trucs un peu d'agité, de je sais pas quoi, t'as tout le monde qui fait à peu près la même chose. Et nous, on veut pas tomber là-dedans. Je dis pas que ça marche pas, attention, hein. Je dis juste que nous, c'est pas ça. Et donc, non, ce n'est probablement pas, en tout cas, une stratégie d'acquisition pour répondre à ta question. Et du coup, c'est plus quelque chose qu'on se doit nourrir et ça nous fait permettre d'épaissir un tout petit peu la marque, tu vois, communiquer un peu plus sur notre DA, qui est un peu, tu vois, on a un beau travail sur notre DA qu'on ne voit qu'en magasin, mais nulle part ailleurs. Donc, on commence un peu petit à petit à épaissir ça, mais on y met peu d'énergie et peu d'argent pour le moment, parce qu'on préfère justement chercher ces 30A et aller chercher par exemple un nouveau resto qui sera un nouveau média qui me permet de voir, tu vois, un resto, moi c'est autour de 250-350 clients par midi, c'est 350 clients qui te voient tous les midis, donc je préfère avoir un nouveau resto, tu vois, hyper beau qui véhicule l'image que de mettre 10 000 balles, 15 000, 20, 30, 40 000 dans mes réseaux pendant un an. Tu vois l'idée ? Ouais, je comprends bien. Mais néanmoins, c'est un sujet qu'on va petit à petit plus aborder quand même. Et en ce moment, notre gros chantier en market, c'est la refonte de tout notre programme de feed, par exemple. Tu vois, on retravaille tout notre programme de feed avec une ambition de connaître 100% de nos clients. Tu vois, en la gamifiant un peu plus. Les acteurs du midi en semaine sont assez basiques dans l'approche parce que c'est compliqué de le faire. Tu vois, tu as un gros rythme, les gens restent pas longtemps, donc c'est compliqué de les capter. Et tu vois, typiquement, je préfère qu'on mette de l'argent, du temps, de la ressource humaine et financière sur ça pour demain activer de manière ultra qualitative les gens qui te connaissent plutôt que de me lancer de manière un peu plus hasardeuse dans les autres leviers plus à la mode. Essayer de pas forcément suivre aussi le rythme de tout le monde, mais d'aller un petit peu à contre-courant. Ouais. Et comment vous trouvez alors vos meilleurs talents ? Si c'est pas sur les réseaux sociaux, comment vous faites ? Alors ça, c'est de plus en plus délicat, je trouve. Alors pour le siège, à une époque, c'était cool parce qu'on a fait remonter du terrain. Ça, c'est trop bien. Tu vois, il y a eu plusieurs personnes qui sont remontées du terrain, RH et Ops. Donc parfait, tu vois, hyper cohérent, consistant, et ça a bien marché. Là, on atteint une limite à l'exercice parce qu'on commence à avoir besoin de gens qui sont capés, qui ont une expérience dans des boîtes plus structurées. Donc sur les postes clés, en fait, c'est pas difficile, on prend un chasseur de tête. Il y a un moment quand tu cherches un directeur des opérations qui a une expérience précise dans ça, puis qu'en plus, il a su gérer des travaux, et puis ci et ça, si tu postes une annonce sur LinkedIn, tu as environ 3500 candidatures après avoir payé 2000 balles de trucs promo, machin, et sur les 3500 candidatures, il y a peut-être une pépite, mais tu l'auras pas vue parce que ça t'a fait mal à la tête. Donc ça, c'est une évidence. Après, le recrutement des autres talents, on a joué vachement la carte à une époque de l'alternance, entre autres aussi pour des raisons financières. Mais tu vois, des profils qu'on a fait évoluer après en interne, voilà, qui sont encore là, donc ça c'est chouette. Je pense en particulier à notre contrôleur de gestion qui grandit avec la boîte et qui vraiment est bien dans le rythme et dans la compréhension de qui on est, ce qu'on est. Et c'est une très grande fierté avec JP pour le coup de recrutement. Et sinon pour le terrain, c'est à l'expérience. On fait de la pêche au filet parce qu'en fait on recrute tellement de gens, tu vois, donc on absorbe une masse de candidatures et on a un process qui est huilé de ouf pour recruter. Alors je te laisse imaginer que le process pour recruter un 2 heures par jour n'est pas le même que pour un manager. Mais il passe quand même par un tas d'étapes. Pour te donner un exemple, quelqu'un qui travaille 2 heures par jour chez nous, qui commence, avant de commencer à travailler chez nous, il passe au bureau. Donc on voit tout le monde, on connaît tout le monde. JP et moi, non. Mais les RH et les Ops les ont vus la plupart du temps avant qu'ils commencent. Et ça, c'est merveilleux. De la même manière qu'ils ont leur contrat avant de commencer, ce qui est assez rare dans la restauration, tu vois. Mais il y a ce contact et après, ils sont traqués dans les restos
pour voir si on ne s'est pas trompé, etc., etc. Le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est l'évolution interne, typiquement, de ce genre de profil, parce que c'est une population qui est très volatile, l'herbe est souvent plus verte ailleurs, ou alors c'est des profils qui ne sont pas amenés à rester. Donc c'est compliqué, tu vois, là c'est un des gros tafs justement des RH pour les années à venir, c'est comment on fait de Gallica un vivier interne, parce qu'il y a un vivier quand tu as 100 personnes, tu vois, c'est forcément. Donc le recrutement interne là-dessus, sur ces niveaux, on n'est pas très bon. Ou en tout cas, c'est pas qu'on n'est pas très bon, c'est qu'on n'a pas les process. Parce que je sais que nos équipes Ops et RH, elles se donnent les moyens de trouver les talents, c'est juste qu'à un moment, quand nous, on n'a pas mis en place les bonnes grilles et les bons parcours d'identification, tu peux pas faire de la magie, quoi, quand tu as du volume comme nous. Et ensuite, les autres profils, en fait, tu vois, typiquement sur des managers, on a déjà une sélection drastique sur CV. On a pas mal d'ouvertures dans les tuyaux, donc on cherche pas mal de managers. On a eu, je crois, 360 CV. Wow. Ouais, et c'est pas moi qui les regarde, heureusement, parce que on aurait toujours pas recruté. Et notre DIROPS, tu vois, il s'est fait les 360 CV. Quand il avait un doute, il a pris son N-1 avec lui pour vérifier. Il a shortlisté à 30 profils. Interview téléphonique, on va dire, quali-quanti. Enfin, tu vois, un peu avec des questions un peu précises, mais aussi sentir le truc. Ensuite, rendez-vous en visu avec lui. Rendez-vous en visu avec le responsable multisite, donc son bras armé en fait, son N-1, qui est aussi un ancien manager en l'occurrence. Et ensuite, une journée d'essai terrain avec la directrice d'un de nos points de vente qui est aussi la responsable de l'excellence opérationnelle et qui est aujourd'hui une de nos excellentes managers et qui a une capacité à bien organiser, à amener les restos à un certain niveau et qui a donc aussi une très bonne capacité à voir les talents des gens, ça tombe bien. Donc il a une triple validation à la suite de ce process. Tout à l'heure, tu parlais de ton ou ta DRH. Je ne sais pas si c'est... Ton, alors c'est pas DRH. S'il faut mettre un titre, ce serait plus moi le DRH, on va dire, mais on a recruté, voilà, c'est RRH. Et donc c'est une femme ou un homme? C'est un homme, il s'appelle Johan. Et avant c'était Dior. D'accord. Et Johan, il est arrivé il n'y a pas longtemps? Johan, il est arrivé il y a 3 semaines. C'est ça, ok, parce que c'est ce que j'ai pu voir sur vos réseaux. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Pourquoi en fait avoir cette volonté de recruter ce type de profil? Alors parce que les RH depuis le début, alors ça va paraître trivial mais c'est vrai. Chez nous c'est vraiment un sujet depuis le début, c'est central dans Gallica. On est vraiment très humain avec JP et c'est vraiment une aventure humaine avant tout. On est très sensibles tous les deux, c'est vraiment un truc majeur. Et on a toujours eu peut-être l'arrogance de croire qu'on était un peu en avance à chaque fois dans notre organisation RH. On était toujours un peu plus organisé versus ce qu'il fallait par rapport à la taille. Et là, on se rend compte qu'on est en retard, en l'occurrence, et qu'il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en place. Et là, on a atteint, nous, notre plafond de verre, les équipes ont atteint leur plafond de verre. Et donc, il nous fallait amener du sang neuf et quelqu'un qui avait une vision et surtout qui avait une volonté de grandir et d'apporter, tu vois, vraiment sa personnalité et sa vision des RH dans la boîte pour absorber la croissance à venir, mais aussi pour amener le niveau d'exigence que nous, on veut avoir dans nos RH, tu vois. Et c'est ça qui a motivé notre croissance. Pour te donner un ordre de grandeur, tout est internalisé chez nous en RH. Les recrutements, c'est fait au siège. Alors avec la validation du terrain, évidemment, mais on fait toute la paye aussi au siège. On veut tout gérer, tout, nous, en interne. Comme ça, tu sais, quand tu as les primes, les demandes d'avance. Tu vois, souvent, quand tu fais avec un cabinet comptable, désolé pour tous nos amis comptables, mais tu as toujours de la latence. Les mecs, après, ils se font payer le 5 du mois. Non, nous, on met un point d'honneur à ce que les gamins, ils reçoivent leur paye le plus rapidement possible. Enfin, c'est des détails, mais qui, pour nous, comptent plus qu'un baby-foot, quoi. Tu vois l'idée ou pas? Du coup, on a besoin de quelqu'un, maintenant, pour nous aider, parce que sinon, on a plein d'autres sujets, qui a cette vision, justement, de rendre la chose la plus sexy pour le futur, pour les gens en interne, et qui nous permettent que cette croissance soit pas douloureuse aussi pour les gens qui bossent, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Pouvoir payer son loyer en ayant son salaire sur son compte. Mais comme avoir son contrat signé avant de commencer. C'est de la dignité, en fait. C'est la base de la base. Donc, un uniforme propre, qu'on te regarde dans les yeux, qu'on te dise bonjour. Enfin, voilà, ce genre de choses. Tu parlais de chantier marketing tout à l'heure en disant que vous vouliez revoir votre programme de fidélisation. Ça va être quoi le premier chantier, justement, de ce RRH? Johan, si je dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises. C'est Johan. Je pense qu'il est encore en train de le définir parce qu'il est en train de démêler. Au bout de 3 semaines, il démêle tout ce qu'on a mis en place. Il essaye de comprendre. Mais je pense que le premier chantier, ça va être de professionnaliser tout ce qui est déjà en place pour l'amener à un autre niveau, parce qu'on a 3 grosses ouvertures qui sont prévues avant la fin de l'année. Et donc, on va avoir énormément de recrutement. C'est entre, je pense, entre 10 et 15, voire même plus par resto employé à recruter, toute la ligne hiérarchique. Donc, il va falloir mettre en place déjà ça, tu vois, et de l'absorber d'un coup correctement. Et ensuite, un des gros chantiers, on l'attend, c'est la formation, en l'occurrence. Et ce sujet qu'il adore aussi, c'est pour ça qu'il nous a d'autant plus, c'est qu'il y a tout ce sujet-là, et ça va dans le côté de l'accompagnement des employés dans leur voyage chez Gallica, de l'entrée à la sortie. Tu vois, identifier ton talent, ok, je te forme là-dessus, etc., etc., etc. Ok, donc 3 ouvertures cette année, donc déjà félicitations. Comment vous faites pour avoir la même qualité de service, justement, d'établissement en établissement? Est-ce que vous avez des process, des outils? Alors, je pense qu'on n'a pas la même qualité de service dans tous les établissements. Ça, j'en suis assez convaincu, on le sait. De toute façon, il y a forcément de la dissonance. Déjà aussi parce que tu as des outils de travail qui ne sont pas les mêmes. Tu vois, quand tu vas dans un resto comme notre premier resto à Madeleine, qui est une boîte à chaussures où tu as, je pense, 25 mètres carrés de surface commerciale et qui accueille par midi 250 clients,
Je pense que l'expérience, elle n'est pas aussi bonne, par exemple, qu'à celui qui est à côté, là, qui est un peu plus long, il fait 70 mètres carrés, c'est un peu plus smooth, c'est joli, c'est lumineux. Mais là aussi, il y a du frottement parce que là-bas, il y a la vitre qui est trop haute, donc on n'entend pas la personne qui parle, donc tu dois crier. Donc ça, déjà, il y a de la dissonance. Néanmoins, on a vachement progressé. Tu vois, typiquement, il y a 3 ans, il n'y avait pas les mêmes recettes partout parce que chacun se disait ouais ma mère elle rajoute du paprika quand il y a des tomates. Ouais mais gars, on n'est pas chez ta mère. Du coup voilà, mais vraiment ça on l'a, c'est une vraie citation. C'était très sympa ce gars, mais du coup voilà. En fait déjà on a processé, on a écrit, c'est tout bête, mais tu sais, ça s'appelle le manuel du savoir-faire, MSF, donc une espèce de bible indigeste dans lequel il y a tous les process. C'est pas forcément consulté mais ça existe. Et donc déjà le fait que ça existe, c'est symbolique. Ça veut dire qu'il y a un truc à respecter. Tu as typiquement un profil comme Sophie dont j'ai parlé, la manager d'un de nos Gallica qui est responsable de l'excellence opérationnelle. En fait, elle fait ruisseler aussi ce genre de truc. On a mis en place des formations. C'était à une époque, on faisait une formation tous les 2 mois avec tous les managers pendant une journée complète sur des thématiques, soit que eux voulaient aborder, soit que nous on avait identifié comme étant essentielles. Et ensuite il y a du contrôle. Quand on voit qu'il y a un trou dans la raquette, on essaie de trouver toujours des nouveaux moyens de communiquer. Tu vois, on leur balance tous les mois un petit leaflet à lire, un peu ludique, un peu sympa, en leur mettant des petites blagues dedans pour voir s'ils le lisent, parce que tu vois, en leur demandant de nous trouver le mot qui n'a rien à voir là, au moment on est sûr. C'est un truc assez finalement basique, mais on fait des métiers très terre à terre. Et après, petit à petit, tu vois, on amène tout à un autre niveau. Typiquement, on va rendre aussi hommage à l'ancienne directrice des opérations qui a vachement contribué à ça quand elle est arrivée en 2022. C'était le bordel et c'est elle qui a apporté justement cette structuration et cette espèce d'exigence dans chaque resto. Typiquement, tu vois, elle avait apporté plein de petits trucs comme ça qui faisait que petit à petit, elle a appris aux managers à se responsabiliser. On avait vachement de managers très juniors, on est passé à junior plus, là on est en médium, et là le nouveau challenge c'est justement de passer à senior. Et d'ailleurs typiquement les recrutements qu'on fait sont plus du tout les mêmes parce qu'on a justement des ambitions qui sont différentes dans le niveau d'exigence qu'on veut avoir dans nos restos. Dans le service, dans la qualité égale dans la food, parce qu'on fait quasi tout dans chaque resto. Donc ça passe principalement par la formation finalement, tu vois. Et c'est quoi justement l'expérience employée que vous avez créée chez Gallica ? Je pense qu'elle n'est pas la même en fonction de ton niveau hiérarchique et le temps que tu passes avec nous. Tu as déjà tous les gens qui bossent avec nous au quotidien, donc dans les bureaux et donc le premier cercle aussi sur le terrain. Il y a une proximité qui est cette espèce de côté très famille et très friendly, qui fait qu'on partage beaucoup de choses, on autorise tout et la parole en fait en sorte qu'elle soit complètement libre. Et ça marche plutôt bien avec ce premier cercle, tu vois, et on va les chercher quand on sent que, tu le sens, quand il y a un truc machin, on va les faire parler, on se met toujours dans une position en disant que, en fait, on a une phrase, tu vois, tu peux tout me dire, c'est pas pour ça que je te dirai oui ou qu'on le fera, mais je t'expliquerai pourquoi on le fera pas, mais dis-nous tout, tu vois, et puis je te préviens, tu vas me dire des trucs et je vais oublier aussi, parce qu'en fait on est bordélique, parce qu'on est très probablement de bons entrepreneurs, mais définitivement pas des bons chefs d'entreprise, peut-être pour ça. On essaie de baisser la garde à mort pour ce premier cercle, parce que ce premier cercle, en fait, c'est ces gens qui sont tous les jours au quotidien avec ceux qui nous font vivre et qui font grandir Gallica. Donc en faisant ça, on pense que ça fait ruisseler. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi avec leurs managers. Pour le coup, on a une bonne bande de managers, il y a le temps à changer vraiment dans cette direction. Les profils sont de plus en plus sexy dans ce sens, et ça c'est vraiment une fierté, tu vois, on attire des mecs et des femmes qu'avant je pense on n'arrivait pas à attirer, et ça c'est bien, c'est chouette. Et après, un niveau équipe, c'est dépendant des managers aussi. Il y a des managers qui sont très engageants, très dans l'échange, qui vont entraîner les équipes, qui vont être bons, et puis d'autres qui sont moins bons, tu vois, et ça se ressent même dans la qualité d'accueil et tout. Ça, c'est notre faute à la fin de la journée, peut-être des erreurs de recrutement, ou alors accompagner un peu plus ceux qui n'arrivaient pas à le faire. Donc maintenant, c'est des choses qu'on met en place, c'est pour ça qu'on a recruté justement qui on a recruté ces derniers temps. Et après, l'expérience plus globale, il y a une communication assez transparente, on essaie de raconter un max de choses, tu vois, ils sont jamais délaissés. D'ailleurs, on nous a dit aujourd'hui, c'est chouette, notre nouveau directeur des opérations, qui a travaillé dans énormément de belles organisations, nous a dit que c'était la première fois qu'il voyait autant de solidarité et de participation entre les restos, qu'ils ne te laissent pas dans la merde parce qu'il te manque un employé. Non, ok, je t'envoie quelqu'un, il ne t'envoie pas le vilain petit canard qui bosse pas, il t'envoie un de ses super talents pour t'aider. Et ça, tu vois, c'est un truc qui a été mis en place et instauré, entre autres grâce à Gladys, et ce qui est le reflet de ce qui on essaye d'être en haut. Donc ça, c'est génialissime. Et ça, c'est le voyage global, on va dire, ou en tout cas l'expérience globale, et avec tout le reste qui est ultra réactivité administrative, d'être le plus transparent possible. C'était quand même plutôt bien payé chez Gallica. Pour te donner un ordre de grandeur, un mec qui bosse 2 heures par jour, il est capable d'avoir des primes qui peut augmenter son salaire de 30% quand même. C'est plutôt propre. Comme je t'ai dit, tu as ton contrat quand tu commences. Quand tu quittes la boîte, il y a un process, c'est quasi immédiat. Tu as ton solde de tout compte. Enfin, tout est organisé presque comme une boîte type qui a 100 restos, quoi. Tu vois, vraiment calé, calibré. Pareil, quand ça va mal, on punit. On sanctionne, on est dur mais juste, tu vois, mais on est dur parce qu'en fait, on est dur pour tous ceux qui bossent bien, et on le fait correctement, et on amène les trucs, on organise le truc pour que ce soit le plus correct possible. Après, on a des trucs bateaux, 1 à 2 teufs par an. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas grand-chose d'autre. Puis la formation aussi qu'on met de plus en plus. 1 mois les formations manager, 1 mois les formations assistant manager.
Donc toi, c'est top. C'est quand même pour des gamins qui sont le plus souvent des cas en reconversion ou alors pour certains, c'est leur vocation, ou d'autres qui sont un peu perdus. Tous les mois ou tous les 2 mois, tu as quelqu'un qui va t'apprendre un nouveau truc, qui va te faire grandir et te développer. Ça, c'est fantastique, tu vois, c'est la beauté de la restauration encore, ou comme l'hôtellerie, tu vois, c'est la pure méritocratie. Tu peux vraiment apprendre des tonnes de trucs. Donc nous, on essaye et on veut toujours faire plus, sachant qu'on a encore un chemin infini à faire. C'est pas Disneyland du tout. On se trouve d'ailleurs pas assez bon du tout, mais du coup, on essaie toujours de faire ce genre de choses. Ouais, tu as parlé de transparence, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, et puis tu as parlé de justice aussi, parce que finalement, ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important. Ouais. On a justement un de nos clients qui gère un hôtel qui nous disait que être un bon manager, c'est être juste. Ouais. Je trouvais que c'était très pertinent. Ouais. C'est important pour les équipes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que les équipes rejoignent Gallica aujourd'hui ? Vous avez réussi à identifier quelle était la différence par rapport à certains établissements qui fait qu'ils vont vous rejoindre vous et pas un autre ? Non. Je vais être honnête avec toi, je pourrais te bullshiter, mais non. On a eu la surprise parfois, mais plus sur des postes sièges. On a entendu dire des gens qui disent « Ah oui, j'ai trop envie d'aller bosser chez Gallica, etc. », alors qu'on fait aucune comme un site, tu vois, l'image de marque employeur, il n'y a pas grand-chose de fait. Je pense qu'il y a un peu de bouche à oreille des gars qui sont au chaud chez nous, qui sont plutôt bien payés, qui sont nourris tous les jours, qui ont un super rythme. Moi, j'aurais adoré, étudiant, avoir ce genre de rythme, par exemple, tu vois. Ceux qui se voient évoluer, donc qui ramènent leurs potes, leur famille, ce genre de choses, ça se fait. Typiquement, tu prends notre responsable multisite, sa femme, c'est la directrice du resto dont je t'ai parlé, dont la fonction aussi est d'être responsable de l'excellence opérationnelle. Donc tu vois, ça a été fait comme ça. Il est arrivé d'abord, il a dit non, viens, ça va être top. Tu vois, on n'est pas à Chalon-sur-Saône où il y a 40 000 habitants et que ça se sait vite, que là-bas c'est top, que le manager il est génial, tu verras, etc. C'est qu'on recrute en masse quand même. On passe notre temps, on a quand même du turnover significatif. Celui qui te dit à Paris qu'il n'a pas de turnover, alors à part dans la resto tradi, c'est un peu différent, tu vois, c'est un peu différent. Mais dans mon métier, c'est un menteur. Je te le dis tout de suite, tu vois, si tu interviews un de mes concurrents, ce que tu n'as pas intérêt de faire. C'est vraiment impossible. Tu vois, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est volatile. Souvent, c'est des gars qui ont un autre métier à côté. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, t'es freelance, tu fais pas encore assez d'oseille. Typiquement, tu vas bosser chez Gallica, tu vois, parce qu'après, tu peux bosser le soir ou le week-end, machin et tout, ou t'es étudiant. Et donc, du coup, c'est compliqué à quantifier. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une bonne rétention sur les contrats qui restent longtemps. Les gros contrats. Tu vois, les managers, ils restent longtemps. Souvent, les managers qui se barrent, c'est pour faire un autre métier. Ils partent rarement dans une autre enseigne. Ça, c'est cool. On est plutôt content de ça. Quelles sont les bonnes pratiques RH que vous aimeriez mettre, vous, à l'avenir ? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui où vous n'avez pas eu le temps, les ressources, mais que tu aimerais mettre en place ? Ouais, alors, en fait, ce sujet de formation, il est très frustrant parce qu'on est convaincu qu'il a une double vertu. Là. En fait, la formation, ça va être très cynique, mais c'est la vraie vie. En fait, c'est important de former les gens, c'est du respect pour eux, c'est important pour ta marque et tout. Mais aussi, c'est le meilleur moyen de contrôler et après d'être juste et dur, en fait. Parce que tu dis, en fait, tu as été formé, tu n'as pas le droit de pas faire correctement ça, en fait. C'est aussi essentiel, surtout quand tu grossis. Pas que ce soit mon kiff de punir les gens ou de faire remarquer que ça va mal, mais en fait, si tu veux maintenir ce que tu as dit tout à l'heure, un certain niveau de qualité dans les restos, de service et de food, tu es obligé de mettre des process en place et ça passe par des process de contrôle, en fait. Donc, cette formation, elle te sert aussi à ça, t'assurer que le message soit uniforme avec tout le monde et on veut l'amener à un niveau qui soit quand même assez actuel, quoi, un peu moderne, bien facile. Tu vois, on a testé plein de trucs qui marchent plus ou moins bien, qui prennent plus ou moins de temps. Tu vois, à un moment, on avait fait un Insta interne avec comment rouler correctement une pita, quand tu étais avec des espèces de... Pas tous les process, mais des trucs phares, tu vois. Ça avait pris un peu, mais pas non plus que ça, je pense. Tu vois, donc on va tester des trucs. Donc là, c'est aussi, encore une fois, pourquoi Johan est là. Ça, c'est vraiment pour moi la base du truc. Et au passage, du coup, l'évolution interne, le suivi des talents, comment grandir là-dedans, être plus carré sur les réunions, tu vois, les entretiens annuels par exemple, ce genre de choses pour voir où est-ce que tu as envie d'aller, comment te faire grandir, etc. Ok, super. On arrive au bout de ce podcast, Julien. Okay, top. Merci beaucoup merci d'avoir pris le temps. Et donc, je vous invite bien sûr à partager ce podcast, mais aussi vivement d'aller chez Gallica. Oui, on le fait régulièrement. Merci, bien sûr. C'est super bon. Et puis, surtout, c'est accessible parce que nous, c'est juste à côté du bureau. Pas mal. Si tu veux, je te fais un petit code pour ceux qui écoutent jusqu'au bout. Ok, on n'a qu'à faire un Gallica combo fois Gallica, voilà, cross Gallica. Ok, tu pourras le partager dans le truc. Faut que j'y pense pour une commande en click and collect. Écoute, voilà, partout. C'est l'enregistré. Oui, je suis cuit. Voilà, je vais tenir. Faut que je tienne ma promesse. Okay. Ça marche. Je te remercie. Mais je t'en prie, merci beaucoup. À plus, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt.